Parler cuisine, épisode 0. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Parler cuisine, épisode 0, l'épisode des présentations. Alors au micro c'est Marc et en ligne avec moi mon compère Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, on est un C'est jour de congé donc on en profite. c'est une grande date aujourd'hui, c'est notre première émission et nous allons utiliser cette première émission pour parler un peu de nous, c'est-à-dire pour nous présenter. Alors tu peux dire Marc éventuellement qui tu es? Oui, ben voilà, moi je suis l'ami de Guy qui est ici. On s'est rencontrés dans un club gastronomique et je veux dire, nos affinités historiques ont fait qu'on s'est toujours bien entendu. Donc, moi, je suis fils de cuisinier. Ma maman et mon papa se sont rencontrés quand ils faisaient leur stage d'école hôtelière. Donc, j'ai grandi avec des parents qui parlaient cuisine, qui faisaient cuisine toute la journée, matin, midi et soir, le week-end. Quand les gens sont en vacances, ils font la cuisine. Quand les gens s'amusent, on fait la cuisine. J'ai grandi avec eux, on leur a donné un coup de main. Alors, mais le problème, c'est que quand tu es fils de cuisinier, tu passes beaucoup de temps à la plonge et à éplucher des légumes. Tant et si bien que moi et mes trois frères et sœurs, on a tous fait un métier différent. Moi, je suis comptable. Ce qui a fait un métier aussi de service pour les autres, mais l'avantage c'est que on peut travailler dans différents domaines. Et puis c'est aussi un métier qui permet de pas souffrir de la crise autant. Cuisinier, c'est bien, tu as toujours des gens à faire la cuisine, c'est comme coiffeur, c'est comme médecin, et comptable, c'est pareil. Donc, finalement, je m'en sors pas trop mal, mais bon, ça reste toujours qu'on est. Moi, j'ai grandi là-dedans, je parle comme eux, je les comprends. C'est comme être tombé dans la potion magique étant petit. Et ben, comme ça que je me suis bien entendu avec toi, Guy, Oui, parce que et si il ce semble n'est que que tu es aussi un moi, petit peu dans le j'ai un milieu. parcours un peu différent, c'est que moi je ne suis pas fils de cuisinier. Mes parents avaient une ferme, donc au contraire, je n'ai jamais voulu faire la ferme. Je trouvais que ce n'était pas fait pour moi. Et comme j'avais une grand-mère et une tante qui était en fait ma marraine de baptême qui aimait cuisiner, tout petit, j'ai eu envie de cuisiner. Mais le fait d'être cuisinier est un des nombreux métiers que j'aurais aimé faire. Donc c'est celui que j'ai finalement choisi, mais j'aurais pu faire autre chose parce que j'avais d'autres envies aussi. Néanmoins, j'ai fait cuisinier et comme on dit, je ne le regrette pas. Donc, de parents qui fabriquent la matière première, tu es devenu transformateur de matière première. Tout à fait, c'est bien ça. Et ça remonte quand même à quelques années maintenant, évidemment. Ouais, n'empêche, c'est quand même quelque chose qui t'a beaucoup aidé, parce que de savoir comment sont fabriqués les aliments à la base par le producteur, ça peut t'aider aussi à comprendre mieux ce que tu fais. Oui, tout à fait. Ça permet également d'avoir une bonne idée de la manière dont les aliments sont effectivement produits, d'où vient la viande, d'où vient le lait, d'où vient le beurre. Bon, maman faisait du beurre, je dirais depuis que je suis né. Donc j'ai vu comment on trayait les bêtes, j'ai vu comment on gardait le lait, j'ai vu comment on écrémait tous les jours, j'ai vu comment on faisait le beurre le lundi. Donc tout ce genre de processus de préparation n'a plus de secret pour moi. J'ai vu également comment on fabriquait du fromage frais en tout cas. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant par la suite pour pouvoir expliquer aux élèves, par exemple, ce que c'est. Bien, donc finalement, tu as décidé de te lancer dans une carrière de cuisine. Alors, depuis que je te connais, et tout le monde m'en a parlé, on m'a parlé de toi avant que je te rencontre, et on m'a tous dit, tous étaient unanimes, celui-là c'est une encyclopédie vivante de la cuisine. Et ce qui m'a frappé au premier abord, c'est son humilité. Il n'aime pas beaucoup parler de ses qualifications, donc j'en profite de cette première émission pour dresser le décor. On va en parler maintenant, puis on n'en parlera plus, parce que tu vois pas trop l'utilité De de s'en t'épandre vanter ou là-dessus. bien de me pendre là-dessus, effectivement. Alors bien à la base, au départ, j'ai donc un diplôme d'hôtelier restaurateur que j'ai acquis en cours de plein exercice dans une école hôtelière belge qui a pignon-sur-rue, je ne sais pas dire laquelle pour ne pas faire de jaloux de la part des autres. Et ce sont des études qui durent 4 ans. On apprend à la fois le métier de cuisinier d'une part, mais également en Belgique le métier
je dirais, de garçon de salle ou de maître d'hôtel, si on préfère pousser les choses un petit peu loin. Donc, il y avait des cours de cuisine, bien sûr, en pratique, des cours de cuisine en théorie, des cours de boucherie, des cours de pâtisserie, mais il y avait également, bien sûr, des cours de salle pratiques et théoriques, et un très 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 gros morceau qui était le cours d'énologie, qui est donc un cours de l'étude des vins. Et je dois reconnaître que c'était le cours qui nous faisait le plus peur pendant nos études, parce que le cours d'énologie était d'un niveau assez élevé. Et par la suite, bon, ben, j'ai tout de suite quitté l'école diplôme en main. J'ai travaillé 2-3 jours après avoir obtenu mon diplôme. J'aurais voulu prendre un peu de vacances, mais j'ai été incité par mes parents à accepter la place qu'on me proposait. Donc j'ai d'abord travaillé en salle, et puis j'ai travaillé en salle et en cuisine dans d'autres établissements que le premier. J'ai connu à peu près tous les types d'établissements. J'ai connu les établissements de type restauration, non pas rapide, hein, mais restauration, disons, sans grande prétention, mais de qualité néanmoins, dans des villes touristiques. Et puis j'ai travaillé pendant quelques années chez un maître cuisinier de Belgique, cette fois-là en salle au départ pendant quelques mois. Et puis dès que le poste de seconde cuisine a été libre, je vais dire, j'y ai travaillé. Et par la suite, je suis entré dans l'enseignement parce que enseigner était quelque chose qui me plaisait. En fait, une fois qu'on a des acquis et qu'on a envie de les faire partager, on ne peut guère les faire partager que de deux manières, soit en travaillant avec des apprentis ou en enseignant dans une école. Et il se fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir entrer dans une école hôtelière comme enseignant d'abord, et j'y suis entré il y a déjà maintenant de très nombreuses années. Et je me permets d'ajouter une troisième façon de partager ses acquis, c'est l'Internet. Et c'est vrai. Bon, on va venir plus tard sur les motivations C'est qui nous ont vrai que poussé à lancer l'internet, ce podcast. oui, l'internet n'existait pas malheureusement à l'époque où j'ai fait mes études, parce que c'était effectivement une source d'enrichissement permanente et très très facile. Oui, mais le pire, c'est que tu t'es pas contenté de juste passer un diplôme d'école hôtelière en disant, hey, voilà, je suis cuisinier, c'est bon, je sais tout. Non, effectivement. Il se fait que d'abord, pour pouvoir enseigner, on doit avoir des titres pédagogiques. Donc, comme tout le monde, j'ai dû pendant 2 ans retourner sur les bancs de l'école de manière à obtenir ces titres pédagogiques. Je dois reconnaître que c'est extrêmement utile et intéressant de les avoir, mais que ça nous éloigne un peu des réalités pratiques du métier. On doit apprendre à connaître beaucoup de choses sur les courants pédagogiques, et finalement on s'en sert relativement peu dans le domaine du concret. Alors dès que j'ai eu terminé ce genre d'études, j'avais encore un autre amour de la bonne chair qui me passionnait, et j'avais en fait hésité entre la cuisine et la pâtisserie. Comme j'avais un diplôme de cuisinier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un diplôme de boulanger-pâtissier. Et là, je me suis réinscrit tout en étant enseignant. Je me suis réinscrit pendant 5 longues années dans des cours à horaires décalés, qu'on appelait jadis des cours du soir, plusieurs jours par semaine, de manière à obtenir après 3 ans un premier diplôme qui était un diplôme de boulanger, ensuite un diplôme de pâtissier, et puis un diplôme en chocolaterie, en glacerie, en confiserie, en pièces montées et en spécialité. Bon, ben le tout durait 5 ans d'études, et j'ai eu certains professeurs formidables qui m'ont vraiment appris des choses exceptionnelles et qui avaient côtoyé eux-mêmes les plus grands, pour l'un d'entre eux en tout cas. Donc, tu as les accès à la profession pour faire confiseur, glacier ou Par exemple, oui. chocolatier. Par Un exemple, diplôme de je pouvais, chocolaterie en Belgique, ça peut pas être. c'est-à-dire que ce n'était pas le plus courant. Il y avait plusieurs écoles qui donnaient la formation, entre autres sur Bruxelles. Moi, ce n'était pas mon cas, ce n'était pas sur Bruxelles. Néanmoins, les choses que j'y ai apprises concernent tout à fait l'art de fabrication, non pas du chocolat en tant que matière, hein, mais des produits qui en sont dérivés, donc des pralines, mais également des pièces montées, des œufs de Pâques, du chocolat seringué, du chocolat plastique, et des choses qui servent à décorer, par exemple, les vitrines des plus grands chocolatiers. Maintenant, je n'ai jamais, bien sûr, tenu un commerce en tant que tel, puisque j'étais dans l'enseignement à ce moment-là. Non, mais je peux certifier à ceux qui nous écoutent que j'ai vu ton travail. J'ai vu des photos, mais j'ai vu aussi à l'œuvre, lorsque tu étais encore dans une école hôtelière, des sculptures en chocolat qu'il a fait en utilisant le savoir-faire. C'était hallucinant. C'était vraiment waouh.
C'est magnifique, hein, travailler le chocolat. Ah, c'est un travail extrêmement agréable. Je dois dire que lorsqu'on peut travailler les matières alimentaires en pâtisserie pour la décoration, on peut travailler, disons en gros, soit le sucre d'un côté, soit le chocolat de l'autre. Je dois reconnaître que le chocolat est un très 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 beau travail, très agréable. Il demande beaucoup de méticulosité, bon, du savoir-faire de toute façon, mais on a un très très beau résultat qui est parfois un peu négligé parce que le travail du sucre est peut-être un petit peu plus, je dirais, plus spectaculaire. Hein, on travaille le sucre dans de belles couleurs, dans des formes extrêmement sophistiquées, mais on peut également le faire avec le chocolat. Et maintenant qu'on a des chocolats colorés, alors qu'avant il n'existait qu'en gros le noir, le blanc et le chocolat au lait, maintenant on a des chocolats qu'on peut colorer en rouge, en jaune, en vert, même en bleu, et on peut faire de très 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 beaux produits, que ce soit à consommer ou que ce soit des produits de décor avec le chocolat. Hmm. Non, mais alors, je peux certifier que Maître Guy est un excellent professeur. Bon, il n'aime pas quand je l'appelle Maître Guy, mais bon, je fais référence au professeur. Le moins possible, le moins possible. Ça donne quand même, je dirais, une appellation que qu'on m'a jamais donnée quand je travaillais. Donc, j'aime autant qu'elle reste, je dirais, extrêmement rare dans la manière dont nous allons parler des uns avec les Alors, autres. si on veut continuer sur les formations et les diplômes, je vois, quand il m'a donné son CV un jour à regarder, et je fais non, c'est pas possible. Tu peux pas être crédible avec un CV pareil. Mais apparemment, si. Il m'a montré tous les diplômes, tous les papiers, il les a. Et en fait, j'avais une grande soif de connaissances, et il se fait qu'un domaine qui m'intéressait depuis toujours, c'était le domaine du vin. Ah oui. Et alors j'avais appris qu'en Belgique, il y avait moyen d'avoir une formation tout à fait officielle dans le domaine de l'énologie, sans pour autant faire des études qui auraient pu me monopoliser à temps plein, puisque je devais quand même travailler. Donc je me suis un petit peu renseigné, puis j'ai appris qu'il y avait moyen d'avoir une formation en énologie sur Bruxelles. Donc je m'y suis inscrit. Et je ne me rendais pas compte, évidemment, moi qui pensais n'étudier ou ne parfaire que mes connaissances dans le domaine viticole, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une formation de biochimiste. Et que pour pouvoir parler du vin pour la première fois, il fallait d'abord faire une formation de base en biochimie, tout à fait générale d'abord, et puis en biochimie Qui orientée. dure combien de temps? Et ben, en fait, on peut avoir un premier diplôme après, on pouvait, parce que je pense que la formation n'existe plus, on pouvait avoir un premier diplôme après 3 ans d'études. Et là, il y avait 4 orientations possibles. Il y avait l'industrie agroalimentaire, il y avait l'énologie, licoristerie, il y avait la brasserie, malterie, limonaderie, et alors il y avait un quatrième diplôme qui concernait plutôt les sciences médicales, donc pour toutes les analyses, travail de laborantin, je dirais du domaine médical. Et alors, ben voilà, j'ai dit, ben je vais commencer à faire ce genre d'études. Donc j'ai commencé dans le but d'avoir un diplôme d'énologue, d'un niveau, je dirais, tout à fait basique, bien entendu. Et le copain avec qui je m'étais retrouvé, nous étions à deux dans la finalité avant de faire le choix, me dit, ben moi qui dis, finalement, je préférerais quand même un diplôme en industrie agroalimentaire pour le domaine dans lequel il travaillait, c'était le domaine des eaux. Est-ce que tu le feras avec moi, comme ça on sera ensemble pour l'année suivante? Bon, ben je dis oui, je vais d'abord passer cette année-là donc complémentaire à obtenir un diplôme en industrie agroalimentaire, donc biochimiste. J'ai d'abord fait ça, et puis après l'année suivante, j'ai fait la finalité en énologie, et puis la troisième année, j'ai refait une finalité en brasserie, malterie, limonaderie. Mais donc au total, les études ont duré 5 ans finalement pour avoir toutes ces finalités là. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que par la suite, en tant que cuisinier, on comprend beaucoup mieux d'abord d'une part les réactions qui se produisent devant nos yeux, hein, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, puisque c'est à la fois de la physique et de la chimie, hein, la manière dont les œufs réagissent, dont une sauce peut s'épaissir, pourquoi est-ce que ça tient ou que ça ne tient pas, comme on dit, hein, l'importance des proportions, surtout en pâtisserie, on se rend compte que ce n'est pas du hasard. Et alors, ça apporte une très très grande connaissance également dans le domaine, je dirais, de la prévention, de ne pas faire n'importe quoi au niveau de la sécurité alimentaire. Bon, on étudie quand même les microbes d'un petit peu plus près et on voit que toute une série de choses qui se faisaient jadis
était source d'inconvénients, pouvait éventuellement rendre malade, et on est beaucoup plus prudent dans certains cas lorsqu'on doit travailler des produits frais. On se rend compte de l'importance de la réfrigération, de l'importance de la chaîne du froid, choses auxquelles certains cuisiniers ne sont pas toujours, je dirais, conscientisés malheureusement, parce que les habitudes font qu'ils ont toujours travaillé d'une certaine manière et qu'ils ont la bonne conscience pour eux de ne pas prendre de risques. Ok. Et donc après ça, tu ne t'es pas arrêté là. T'as Mais continué. c'est-à-dire que, je dirais, concomitamment à tout cela, j'avais eu l'opportunité par ma fonction, j'étais devenu responsable de l'école hôtelière qui m'employait, responsable technique en tout cas, et j'ai été envoyé en France pour effectuer une formation de professeur de cuisine sous vide, mais en tant que formateur en cuisine sous vide, hein, non pas en tant qu'enseignant en tant que tel, mais en tant que formateur d'enseignants. Et à l'époque, c'était quelque chose qui se passait donc dans la région la plus gastronomique de France, je pense, qui est la région du Lyonnais au sens large du terme. C'était à Briennon chez l'inventeur de la cuisine sous vide qui était Georges Pralus, qui est décédé l'année passée, donc en 2014. Et là, j'ai effectué une formation qui a duré 2 mois au total, en me frottant bien sûr aux différentes techniques du sous-vide, mais de manière à comprendre toutes les implications de la cuisine sous-vide, que ce soit en cuisine strictement considérée ou bien en pâtisserie, parce qu'on peut également utiliser le sous-vide en pâtisserie dans certains cas, bon bien sûr moins qu'en cuisine, mais on peut utiliser le sous-vide en pâtisserie pour la conservation de certaines choses par exemple. Et là de nouveau, la formation en biochimie que j'avais obtenue est extrêmement intéressante puisque le sous-vide, et on ne le sait pas suffisamment, nécessite de connaître quand même les particularités des microbes, leurs implications sur les aliments et surtout des choses qu'il vaut mieux ne pas faire quand on utilise du sous-vide. C'est évidemment une cuisine qui n'est pas à la portée des ménagères parce qu'elle nécessite une installation matérielle particulière. Néanmoins, pour les professionnels, c'est une révolution dans la cuisine. On peut faire beaucoup de choses. On peut aussi surtout beaucoup mieux travailler au niveau de ces mises en place. Les traiteurs maintenant utilisent d'ailleurs énormément de sous-vide pour les aider. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on a encore dans votre parcours? Mais quand on est enseignant, on a l'opportunité avec les élèves, ou sans les élèves d'ailleurs, de pouvoir parfaire ses connaissances. Donc j'en ai profité pour pouvoir utiliser toutes les opportunités qui m'étaient offertes, et entre autres pour effectuer toute une série de formations complémentaires, entre autres à Paris, soit chez le nôtre qui a, comme certains d'entre vous le savent sans doute, une école à plaisir à proximité de leur centre de production. Je rappelle un petit peu ce qu'est le traiteur Le Nôtre. C'est un très gros traiteur en France qui travaille dans des domaines vraiment différents, aussi bien la boulangerie et la pâtisserie que le traiteur en production de produits salés, sucrés, pour des banquets, pour des réceptions. Et alors ils ont ouvert une école extrêmement pointue où il est possible de faire des stages qui varient de quelques jours à une semaine sur des sujets très variés. Et le stage que j'ai eu l'opportunité d'effectuer chez eux était un stage de cuisine de poisson, disons dont le canevas avait été élaboré par Joël Robuchon, et nous étions comme ça toute une série d'enseignants francophones de Belgique à aller effectuer cette formation. Mais j'ai également effectué chez eux d'autres formations sur le sucre tiré, le sucre soufflé entre autres, qui est un sucre décoratif, de même que chez Marcolini, qui est un très renommé pâtissier confiseur belge, mais qui est surtout connu dans le domaine du chocolat. Et puis il y avait une autre école à Paris qui est très connue également et qui était tenue par des maîtres pâtissiers de France, donc des meilleurs ouvriers de France, et qui est l'école Bellou et Conseil, qui effectue toujours des formations essentiellement dans le domaine de la pâtisserie, mais extrêmement pointues, que ce soit dans le décor des entremets à l'assiette, que ce soit dans le décor des pièces en pastillage, que ce soit dans le domaine de la chocolaterie. Et là, chez eux, j'ai effectué une douzaine de stages différents, de stages formatifs, quasiment tous plus enrichissants les uns que les autres. Et puis, entre écoles hôtelières, il y a également des formations qui s'organisaient.
Je suis entre autres allé à Strasbourg pendant une semaine pour une formation sur le foie gras, pour donner un exemple comme ça. C'est vrai que ça permet d'enrichir ses compétences et en tout cas de discuter avec d'autres personnes du métier et de voir comment les autres pratiquent. C'est extrêmement formatif. Waouh. Donc, je comprends. On va pas étaler ça un peu plus sur les autres émissions. On va garder ça confiné dans notre émission zéro. Donc, la base, c'est de montrer un peu, voilà, qui on est et dans quelle mesure on sait de quoi on parle. Mais le pire, c'est qu'il s'est même pas arrêté là parce que Guy, tu as aussi une formation en tourisme. Tu peux m'en dire plus? Ben oui, c'est-à-dire que malgré tout, j'étais en manque de pouvoir de pouvoir étudier ce qui me plaisait beaucoup à ce moment-là. Et j'avais également envie d'avoir des compétences en tourisme parce que j'aime parler des belles choses. Et à l'époque où j'étais en secondaire à l'école hôtelière, j'avais eu le premier prix de tourisme à l'époque pour le cours donc de géographie touristique. Et je m'étais dit, ben, si un jour j'ai le temps, je ferai des études de tourisme, mais pas du tourisme d'agence. Donc le but c'est pas de vendre des voyages, c'est de parler des choses. Donc j'ai effectué ce qu'on appelait à l'époque un graduat en tourisme de nouveau sur Bruxelles, et c'était en même temps que je faisais mes études de biochimie. Donc j'allais parfois à Bruxelles 7 jours sur 7, y compris le samedi et le dimanche jusqu'à 18 heures, et de toute façon tous les soirs bien entendu, soit pour des cours de chimie certains jours, soit pour des cours d'histoire de l'art ou de géographie ou de folklore d'autres jours. Et je dois reconnaître que c'était aussi quelque chose qui m'a enrichi énormément par les gens qu'on rencontre et par toutes les notions qu'on peut en obtenir, bien entendu. Pour ceux qui nous écoutent, un graduat en Belgique, c'est l'équivalent du bac+3. Donc en convention de Bologne, ça fait un bachelor degree. Là, c'est guide touristique en fait que tu as fait. C'est guide touristique en fait, donc c'est donc un graduat en guide touristique. On dit un graduat en tourisme, mais on pourrait le confondre avec un graduat en tourisme, disons, d'agence, et ce n'était pas bien sûr cette formation-là, c'était en guide touristique. Et je pense que la formation en tant que telle qui débouche sur un diplôme, je dirais, supérieur, n'existe plus également. J'ai sans doute été un des derniers à pouvoir l'obtenir parce que ça a été supprimé de la proposition de cours de l'établissement. Ah oui, en tout cas, j'ai pu faire l'expérience de partir en vacances avec Guy. C'est toujours très instructif, où qu'on aille. Mais ça permet de pouvoir parler un peu de tout, hein, aussi bien d'un bâtiment qu'on rencontre que du restaurant qui est au rez-de-chaussée éventuellement. Donc on peut à ce moment-là allier, je dirais, l'aspect culinaire à l'aspect historique des choses, et on se rend compte que toute l'histoire de la cuisine est extrêmement riche, et que la partie géographie pour la cuisine a de très très grandes implications, mais ça nous serons amenés à en reparler lorsque nous parlerons des recettes et éventuellement de leur origine de toute façon. Et donc voilà, là j'en viens aux motivations qui nous ont poussé à nous lancer dans l'aventure d'un podcast. C'est que après maintenant presque une dizaine d'années qu'on se côtoie, on a fréquenté le même club gastronomique, qui était une expérience que je regrette beaucoup. Euh, Ben, depuis que tu es parti t'exiler dans la perfide Albion, voilà, c'est beaucoup plus difficile évidemment. voilà. Donc je demande aux auditeurs de nous excuser de la qualité sonore qui peut être variable, mais en fait on communique par Skype. Parce que je suis en Angleterre, Guy est en Belgique. Et on n'a plus trop l'occasion de se voir beaucoup depuis que j'ai des enfants et que lui il a changé, il a déménagé. Les circonstances font que les bons amis restent des bons amis, mais on n'est pas toujours tout le temps à côté comme on veut. J'espère que dans l'avenir on aura plus l'occasion de se voir en tête à tête pour pouvoir enregistrer des émissions de visu. Mais on va pas s'arrêter là on va pas mettre notre projet en berne. On va se dire mais il y a Skype, utilisons Skype. La qualité va pas être au rendez-vous. La qualité est peut-être technique, mais je veux dire la qualité du contenu risque de l'être. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai apprécié pendant tout ce temps, c'est qu'une conversation, une discussion, ça commence avec Guy, et puis ça peut durer jusque toute la nuit, jusqu'aux petites heures où on a nos oreilles, enfin nos yeux qui tombent comme ça. Et où les oiseaux commencent eux à s'éveiller. Voilà, j'ai des souvenirs de soirées. Alors à Bruxelles, il connaît tous les endroits qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il sait où aller manger et boire quelque chose. Je pense que tu en connaissais quelques-uns aussi. Hein. Bah oui. Du côté du cimetière d'Ixelles, c'était des endroits où on se retrouvait parfois jusqu'à 7 heures du matin à discuter
de bonne et de mauvaise bouffe et de plein d'autres choses, alors qu'on avait commencé la conversation à 11 heures du soir. Hein. C'est le quartier étudiant de Bruxelles et Oui, voilà. c'est là où mes parents avaient leur établissement, pas loin. Donc j'étais un petit peu le régional de l'étape à ce niveau-là. Mais alors on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils partagent pas ça? Alors oui, déjà il est enseignant dans une école technique, mais je veux dire, le- de discuter avec les autres derrière ton dos, on n'a jamais réussi à trouver du mal à dire. On dit, mais c'est tellement enrichissant de passer du temps avec lui. Je sais, chaque fois qu'on faisait une réunion à notre club gastronomique, on se voyait une fois par mois. Le nom, c'était à la recherche du pain perdu. Donc chaque fois qu'on se dit à la recherche du pain perdu, fait une réunion et est-ce que Guy va venir? Et si Guy venait, on faisait ça le comble. Parce qu'on savait bien qu'on avait passé un bon moment. Et puis moi, comme j'ai commencé à me lancer un peu sur Internet, j'ai plusieurs blogs, j'ai des sites. Je me dis, mais Guy, ça te dit pas de faire un site? Alors on a essayé, on s'est rendu compte que ça allait faire C'est vrai. beaucoup de travail parce que il est très exigeant. Il est très exigeant avec lui-même. Il veut toujours le niveau de qualité optimal. Et dire, pour arriver au niveau de qualité qu'il veut, ça prendra beaucoup de travail. Et comme on a tous les deux un boulot plein temps, Guy est toujours dans l'enseignement et moi je travaille à Londres, dans la City, pour une grande entreprise d'information financière. On a tous les deux des travaux très enrichissants dans notre domaine. Euh, L'activité de produire du contenu pour Internet, ça se fera sur notre temps libre. C'est toujours quelque chose dont on manque atrocement. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu un peu plus tard, un peu plus tôt cette année, en disant, mais j'ai découvert les podcasts. Ça revient à la mode parce que les gens reprennent ça sur leur téléphone portable, leur smartphone, peuvent télécharger ça, ils s'abonnent à un fil. Il dit, mais et tu peux écouter ça à n'importe quel moment, c'est à la demande, tu écoutes ça dans le train, dans le métro, en faisant ton jogging, en faisant la vaisselle. J'ai dit, mais Guy, ça te dirait de faire un podcast? Finalement, c'est la chose dans laquelle on est le mieux à tous les deux, c'est de discuter. Et comme il est excellent enseignant, il a toutes les formations d'enseignant, je vois qu'on n'a plus rien à prouver là avec tout ce qu'il a dit, parce que tout ce qu'il a dit, il peut le prouver. Hein. Si un jour quelqu'un veut mettre ça en doute, il est vraiment mal barré. Euh, et pourquoi pas en faire quelque chose et en faire profiter le monde entier. Donc je dis bonjour le monde, bienvenue à notre table et installez-vous. C'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que des informations que je donnerai et des sujets desquels nous discuterons, ce ne sera pas toujours des choses extraordinaires hein, qui vont voler haut, mais ce sera des choses qui seront enrichissantes, qui seront parfois basiques, parce qu'il faut commencer par les bases, mais qui seront utiles à tout un chacun selon le podcast qu'il écoutera. Et je pense qu'on pourrait peut-être donner un petit peu l'eau à la bouche maintenant à nos auditeurs et leur expliquer un petit peu la manière dont on va procéder. Oui. Alors, bon, on n'a pas encore enregistré la première vraie émission, mais on a déjà une idée de comment on va s'organiser. On a déjà un petit peu travaillé sur les contenus, hein. Voilà. On a un petit peu travaillé. Bon, Alors, après, bon, moi, je connais au niveau technique comment faire un podcast, mais c'est après comment s'arranger en fonction de la demande des clients, donc, enfin des clients, des auditeurs, excusez-moi. Donc, des formations professionnelles. mais non, mais on n'a pas encore lancé. Je veux dire, excusez-nous si ça vous plaît pas. Envoyez-nous vos commentaires si vous trouvez qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on pourrait améliorer ou que vous voudrez qu'on insiste un peu plus. Euh, et je promets d'en tenir compte. Nous, on demande qu'une chose, c'est s'enrichir et de proposer le meilleur contenu possible aux gens. Et bon, quand j'ai parlé du podcast à Guy, il a dit ah oui, c'est une bonne idée. T'as pas des idées de sujets? Enfin, il est venu avec un document de combien 6 pages, avec toute une série de sujets qu'il pourrait aborder. Je dis oh mais c'est un programme très complet. Maintenant, il faut dire que nous allons commencer par des choses basiques. En fait, je pense commencer par des produits. Pourquoi? Parce que on parle de recettes, on donne des recettes, et puis on donne souvent très peu d'informations sur les produits. Et on va commencer par des choses assez simples. On va commencer par le sel, les épices, par des condiments, par des herbes. On va parler également des sauces de base. On va parler du vin. On va parler du beurre. On va parler du fromage. On va parler des grandes cuissons.
Et au fur et à mesure, le podcast va s'enrichir de toute une série de thèmes, et chaque fois qu'il y aura une technique ou un produit qui sera abordé, il y aura en podcast, je dirais, associé, l'une ou l'autre recette qui illustre de manière simple, parce que je pense que tous nos auditeurs ne sont pas des grands chefs, et je crois que le but, ce n'est pas non plus que ce soit de grands chefs ou de grands cuisiniers qui viennent écouter le podcast, que ce soit plutôt le monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'acquérir des connaissances, qui ne sait pas peut-être au départ comment on cuit un œuf, tout simplement, qui ne sait pas comment on fait une mayonnaise, qui ne sait pas comment on fait un roux pour faire une bonne béchamel. Donc, le but, ce n'est pas de parler de choses extrêmement compliquées dans un premier temps, c'est de parler des bases, de parler des produits, et de pouvoir enrichir comme ça tout un chacun qui débute dans l'art de la cuisine comme hobby tout simplement, hein, pas pour en faire son métier, mais tout simplement pour rentrer chez soi le soir en disant tiens, j'ai appris en écoutant ça dans le train comment on pouvait faire une sauce dérivée de la mayonnaise, et bien lorsque je ferai encore une mayonnaise, j'utiliserai pourquoi pas cette variante-là pour agrémenter le Et quotidien. si j'essayais? Et Oui. si j'essayais, voilà, Non, parce que tout simplement. la cuisine, en fait, c'est très facile. C'est très simple. Le tout, c'est que parfois les gens savent pas trop comment s'y prendre. Et ce qui se passe surtout, c'est que la cuisine est faite de toute une série d'erreurs qui ne sont pas toujours très graves et qui ne portent pas toujours à conséquence. Néanmoins, quand on fait une erreur, on n'obtient pas toujours le résultat qu'on souhaite ou qu'on devrait. Et le fait que quelqu'un d'autre ait fait les erreurs et en ait tenu compte, évite déjà de les faire soi-même. En principe, si on écoute les conseils de quelqu'un qui a fait l'erreur, on ne refait pas la même erreur et on évite déjà des déboires, que ce soit de la perte de marchandises ou un résultat qui ne serait pas vraiment satisfaisant. Et puis, bon, je n'hésite pas non plus à sortir des sentiers battus, à sortir de la manière classique de faire les choses, parce que il y avait une manière classique de faire en fonction des outils dont on disposait il y a un siècle, il y a encore 50 ans, il y a encore 30 ans, et puis depuis, la panoplie s'est vraiment enrichie de toute une série d'outils ou d'accessoires qui permettent de gagner du temps, qui permettent de travailler différemment. Je vais prendre un seul exemple. Maintenant, tout le monde a un passepotage électrique ou un mixeur électrique, bon, chose qui n'existait pas avant. Ce qui veut dire que, par Ou un exemple, four quand on ratait une micro-ondes. crème ou un four micro-ondes dont je me sers énormément, on a également des produits qui sont semi-préparés et qui se trouvent dans tous les commerces. Hein. Si on doit un jour parler de sauce tomate ou bien parler d'une sauce tomatée, je vous dirais voilà, prenez tel produit qu'on trouve dans tel magasin et qui va vous faire gagner du temps. Maintenant, on peut toujours refaire sa sauce tomate soi-même, hein, et la cuire pendant des heures pour qu'elle ne soit pas acide et pour qu'elle soit suffisamment réduite. Mais dans la mesure où il y a un produit qui ne coûte pas cher et qui est tout à fait de qualité, moi je ne suis absolument pas contre l'utilisation de certains produits, je dirais, semi-préparés, parce qu'il y a une très très grande hypocrisie dans le métier quelquefois. C'est qu'on dit ah non, moi jamais, hein, les sauces de base ou bien les produits de base, moi je ne m'en sers pas. Alors qu'en fait, on sait que beaucoup de professionnels s'en servent, hein, et puis font croire qu'ils ne s'en servent pas, qu'ils n'y touchent pas. Mais c'est de l'hypocrisie. Donc moi je crois qu'il faut permettre à la ménagère ou à l'amateur de cuisine d'utiliser certains produits qu'il peut trouver très facilement dans le commerce. Je vais prendre un exemple. Les fonds de base pour les sauces brunes. Bon, qui va encore faire son fond lui-même, surtout s'il est amateur, hein, il faut faire cuire un fond pendant des heures et des heures. Même les cuisiniers maintenant professionnels, et je dirais que c'est le cas pour quasiment toutes les cuisines de collectivité, utilisent des fonds de base que les grandes industries agroalimentaires lui préparent. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait faire croire à nos auditeurs qui doivent encore faire leur fond eux-mêmes. Je pourrais bien sûr expliquer comment on peut faire un fond pour soi, mais de là à dire qu'on ne peut pas utiliser ou une poudre ou un raccourci ou un élément en pâte qui est de bonne qualité, je ne le ferai pas. Je dirais non, au contraire, utilisez-le. Si nous passions éventuellement à notre première recette, Donc, qui pour sera un petit résumer, bonus oui, alors on a à déjà un bonus. l'intervention Alors d'aujourd'hui. justement, je me suis dit, bah, si on commence à alourdir notre discussion de, de chaque émission avec des recettes, ça risque de casser le rythme. Alors que justement, le principe de ce podcast, c'est de parler cuisine. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site parlercuisine.com, parler à l'infinitif, cuisine en un mot.com.
Alors, afin de ne pas alourdir tout avec les recettes, on va faire le bonus à part. On va enregistrer les bonus à part et vous pouvez aller les télécharger sur le site. Vous pouvez les écouter sur le site. Vous aurez la retranscription de la recette. Donc, on présente la recette là. Donc, pour cette première émission, l'émission 0, Guy, t'avais pensé à une recette? Eh oui, il se fait que depuis quelques jours, on parle beaucoup en Belgique du fromage de Herve. Il faut savoir pour nos amis auditeurs qui ne connaîtraient pas le fromage de Herve, nos amis français, que c'est un fromage qui jouit d'une appellation d'origine protégée en Belgique, une appellation donc qui le lie à sa région. C'est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, un petit peu comme le maroilles. Il n'y avait plus que 2 producteurs fermiers de fromage de Herve, et ici il y en a un qui vient d'avoir quelques ennuis, étant donné que on a découvert des traces de bactéries de listeria dans son fromage. Alors je ne vais pas prendre position pour ou contre l'AFSCA, qui est l'organisme qui est chargé chez nous de contrôler la qualité alimentaire. Néanmoins, je pense qu'on peut soutenir le fromage de Herve en général par une petite recette dont il est à la base et que je vous propose d'écouter dans un autre billet. Donc, ça va se retrouver sur parlercuisine.com/bonus/0 parce que c'est l'émission 0. Donc, après chaque émission, vous pouvez aller consulter les notes de l'émission, si on parle d'un site internet, si on parle d'un produit, si on parle de plusieurs sujets. On va reprendre un peu les sujets avec les compléments. Ce sera sur les notes de l'émission qui sont sur parlercuisine.com/podcast/numéro de l'émission. Donc le premier épisode, ce sera numéro 1, et ainsi de suite. Alors sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous poser une question. Alors ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très important pour nous. C'est de rester à l'écoute des gens qui nous écoutent. Envoyez-nous votre feedback, vos impressions, vos questions. S'il y a une question que vous posez, que vous ne trouvez pas de réponse ailleurs sur les autres sites internet, sur les autres sites de cuisine, ou s'il y a une question que vous voulez trancher, envoyez-la nous. L'adresse email, c'est question au singulier @parlercuisine.com. Donnez-nous votre nom, votre ville d'où vous habitez, et puis expliquez-nous la question sans nous envoyer un roman de 150 pages. Ce serait bien gentil. Maintenant, il n'est pas dit, Marc, que nous pourrons répondre à toutes les questions. Nous essayerons en tout cas. Hein. Mais j'insiste quand même, ce serait plutôt des questions de type technique. Si c'est pour demander une recette qui existe par ailleurs sur le net, bon, je n'en vois pas vraiment l'utilité. Ce serait plutôt une question qui a trait à des difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'élaboration d'un produit. Ce sont plutôt des questions de cet ordre-là qu'il est intéressant de poser, évidemment. Après ça, je la soumettrai à mon ami Guy, et s'il trouve suffisamment intéressant d'y répondre, on la traitera pendant l'émission. Pendant un billet. Ou sinon, on vous répondra personnellement si on a, si on a le temps, de toute façon. Des propositions de réponse, si on a le temps, voilà. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait ça à part de notre travail plein temps. Donc, retrouvez-nous sur le site, sur la page des bonus, pour la recette, une recette à base de herve. Le herve qui peut être remplacé par du maroilles si vous ne trouvez pas de herve chez vous, mais c'est quand même meilleur avec le herve, hein, puisqu'au départ, c'est avec le herve qu'on la fabrique, cette recette, et en fait, il s'agit d'un potage. Tu veux dire, c'est ton potage aux herbes, celui que tu as fait lors C'est bon, c'est-à-dire que ce n'est pas celui que j'ai créé, parce que je l'ai quand même un jour entendu à la télévision, mais je l'ai un petit peu amélioré et différencié de la recette de base, et je vous l'expliquerai dans quelques instants. J'ai eu l'occasion de boire ce potage. T'as toujours un certain succès, hein, il faut reconnaître. Ah oui, alors les gens font ah, quand ils voient le nom sur le menu, ils font oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir. Et puis la plupart du temps, ils demandent du pain pour aller lécher le fond de l'assiette ou le fond du bol. Oui. Tellement c'est bon. Justement, la première fois que j'ai dégusté, c'était lors du banquet anniversaire. C'était lors d'un banquet anniversaire de notre club gastronomique où tout le repas, tous les plats, il y en avait 6 ou 7, étaient uniquement à base de fromage de chacune des familles différentes de fromage. Il y en avait 7.
Je me Oui, il y en souviens. avait 7. Parce Hein. qu'on pouvait venir avec un invité, je suis venu avec ma mère. Ma mère qui avait été premier prix d'école hôtelière dans les années 50 d'une des meilleures écoles hôtelières de Belgique, du côté néerlandophone. Ça ne nous rajeunit pas Non, tout ça ne nous ça. rajeunit pas, mais elle est venue avec moi et elle m'en parle encore de ce banquet et de ce potage justement. Donc elle m'a déjà demandé la recette, donc je vais pouvoir lui dire va écouter sur le, Va écouter, va voilà. écouter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez venir nombreux nous écouter. Si vous avez écouté cette émission après qu'on a lancé le podcast, eh bien, je vous remercie d'avoir fait connaissance. J'espère qu'on a pu. On se retrouvera bientôt. Oui, j'espère que vous en saviez un peu plus à notre sujet et j'espère que vous nous apprécierez toujours autant. Si vous ne nous appréciez pas, ben, écoutez, passez votre chemin. Ben Ne voilà. vous fatiguez pas à nous le dire parce que tout simplement, on s'en balance. On n'oblige personne à nous écouter Non, d'ailleurs. pas Hein. du tout, pas du Tout le tout. monde est le bienvenu, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous avez des conseils, des suggestions, venez nous le dire sur notre page Facebook ou bien sur notre question@parlercuisine.com. On vous retrouve très bientôt pour le premier épisode. En tout cas, merci Guy pour le temps que tu vas nous consacrer et que Eh bien, à bientôt, Marc, au plaisir alors. Hein. voilà. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.